Les Allemands surnommaient ce lieu Das Gespenst, le fantôme. Les A des blindés de la Wehrmacht, l'élite qui avait traversé la moitié de l'Europe, y perdaient la raison. Ils rapportaient à leur commandement qu'ils faisaient face à une batterie camouflée ou à une nouvelle arme secrète. Jamais, même dans leur pire cauchemar, ils n'auraient pu imaginer qu'un secteur entier du front était tenu par un seul char, endommagé depuis longtemps. Un char qui, selon toutes les lois de la physique et de la médecine, aurait dû être un tombeau collectif. À l'intérieur de ce cercueil d'acier glacial, il n'y avait pas de héros de propagande. Il y avait ce que même les médecins militaires préféraient ignorer. La symbiose de deux hommes qui, seuls, étaient condamnés, mais qui, ensemble, s'étaient transformés en une machine à tuer parfaite. L'un d'eux ne voyait plus la lumière, l'autre ne contrôlait plus son corps. Comment un tireur aveugle a-t-il pu anéantir une colonne de blindés? Pourquoi tirait-il à travers des murs de briques sans voir leur cible? Et pourquoi les journaux soviétiques ont-ils refusé d'imprimer la vérité sur cet exploit, la qualifiant de trop macabre pour le lecteur? Voici l'histoire d'un équipage qui a prouvé qu'on peut rester au combat même après la mort. Un impact de 75 mm sur le mantelet du canon n'est pas un son. C'est une expulsion physique de l'air des poumons. Le monde a cessé d'exister à 14 h, heure de Moscou. Novembre 1942, Stalingrad. Quartier de l'usine de tracteurs. Le projectile allemand n'avait pas percé le blindage frontal, mais l'énergie cinétique de l'impact avait transformé l'intérieur du T-34 en un enfer acoustique. L'acier hurla comme une bête qu'on écorche vif. Dans le compartiment de combat, ce hurlement prit la densité d'un marteau pilon frappant directement les tympans. Grigoriev n'eut pas le temps de s'écarter du viseur. Une erreur d'une fraction de seconde. L'épiscope, conçu pour rapprocher l'ennemi, devint une mitraille en un instant. Les éclats de verre feuilleté jaillirent vers l'intérieur, transformant les globes oculaires du tireur en une bouillie semblante. La lumière s'éteignit. Elle ne s'est pas tamisée, elle ne s'est pas brouillée. Elle a été coupée nette, comme par un interrupteur. Pour toujours. Il n'y eut pas de douleur dans la première seconde, seulement l'étonnement froid d'un organisme privé de son principal canal de communication avec la réalité. Grigoriev porta instinctivement les mains à son visage, mais ses doigts rencontrèrent un masque humide et collant, fait de son propre sang et de débris de verre. À 1 mètre de là, dans le poste de pilotage, le mécanicien conducteur Voronov encaissa le choc de tout son corps. Le blindage, qui les avait sauvés d'une pénétration directe, transmit une vibration d'une telle force qu'elle traversa ses muscles pour frapper son système nerveux central. Il fut projeté sur les leviers. Sa tête ballotta comme celle d'une poupée de chiffon. Commotion cérébrale sévère. Son appareil vestibulaire déconnecté. La terre et le ciel échangèrent leur place dans un carrousel infernal. Voronov essaya d'inspirer, mais son diaphragme était tétanisé. Ses mains se mirent à trembler dans une danse de Saint-Guy incontrôlable. Un tremblement fin, odieux, impossible à calmer par la volonté. Le moteur V12 cracha une fumée noire et cala. Le silence qui suivit l'impact fut plus terrifiant que le fracas. C'était un silence ouaté, strident, à travers lequel perçait à peine un sifflement dans les oreilles, un son aigu, à la limite des ultrasons. Le char T-34-76, 26 tonnes d'acier allié, venait de se transformer instantanément de machine de guerre en un cercueil de fer en train de refroidir. La température intérieure commença à chuter, s'alignant sur le novembre glacial du dehors, mais l'air restait étouffant. Un mélange d'isolant brûlé, de gaz de poudre, de gazole et de l'odeur métallique âcre du sang frais. Grigoriev hurla. Un cri inaudible pour lui-même, mais il sentait sa gorge se déchirer. Il essayait d'ouvrir les yeux,
Mais ses paupières ne répondaient plus, et chaque tentative de mouvement provoquait des éclairs de douleur blanche dans son cerveau. L'obscurité était dense, tangible. Elle pesait sur ses épaules, s'infiltrait dans ses narines. Pour un tireur, dont la vie consistait à chercher des repères, des distances et des angles, ces ténèbres étaient une condamnation à mort. Il tâonna dans le vide, s'écorchant les jointures sur la culasse du canon F-34. Le métal froid de l'arme était la seule chose qui demeurait immuable dans ce monde dévasté. « Lyotcha !» La voix de Grigoriev se brisa en un râle. « Lyotcha, je ne vois rien. Mais la lumière. Pourquoi fait-il noir ?» Volonov l'entendait comme à travers une masse d'eau. Les sons lui parvenaient avec du retard, déformés, étirés. Il tenta de répondre, mais sa langue collait à son palais. La nausée lui montait à la gorge. Il tira le levier d'embrayage vers lui, mais ses doigts glissèrent. Sa motricité fine l'avait abandonné. Il regardait ses mains comme des objets étrangers, sales, huileuses, tremblants, comme si on y avait branché un courant électrique. Il avait l'impression que le char continuait de tourner sur son axe, bien que les chenilles fussent prises dans les gravats gelés des ruines de l'usine. Dehors, au-delà des 45 mm de blindage, la bataille pour l'usine de tracteurs faisait rage. Les mitrailleuses crépitaient, les mortiers explosaient. Mais ici, dans cet espace clos de quelques mètres cubes, le temps s'était arrêté. L'isolation du monde extérieur était absolue. Ils étaient enfermés dans une boîte d'acier au milieu d'une ville en ruine, deux mécanismes brisés qui, une minute plus tôt, ne faisaient qu'un seul équipage. Grigoriev glissa de son siège sur le fond du compartiment de combat, dérapant sur les douilles vides. Les douilles tintaient en roulant sous ses pieds, chacune rappelant qu'il y a peu, il voyait, il tirait, il vivait. Maintenant, il n'était qu'un morceau de viande enfermé dans le noir. Il palpa son visage une nouvelle fois. Les éclats de l'épiscope étaient profondément incrustés. Le sang coulait dans son cou, chaud et épais. La panique commença à refluer, laissant place à la terreur animale et froide de la prise de conscience. Il était inutile. À la guerre, l'inutilité équivaut à la mort. Voronov réussit enfin à desserrer les dents. Sa mâchoire était crispée par les spasmes. « Vivant ?» Le mot sortit court, aboyé, sans intonation. « Mes yeux, Lyotcha, mes yeux sont crevés. » Grigoriev ne disait pas cela à son ami, mais aux ténèbres devant lui. « Je suis aveugle. Complètement. » Le mécanicien tourna la tête avec difficulté. Son cou craqua. À travers le voile trouble de la commotion, il vit le tireur. Celui-ci était assis sur le plancher, le dos appuyé contre le râtelier à munitions, le visage transformé en masque rouge. Voronov tenta d'évaluer la situation, mais sa pensée lui échappait. Les Allemands étaient tout près, peut-être à 100 mètres, peut-être à 10. Le char était posé là comme une cible, immobile, aveugle, sourd. Grigoriev chercha l'étui à sa ceinture. Ses doigts, privés de la vue, bougeaient avec une assurance surprenante. La mémoire du corps fonctionnait plus vite que la raison. Il sortit son Tokarev. Le poids de l'acier bruni l'apaisa. C'était une solution simple, logique. À quoi sert un tireur aveugle dans un char? Un lest, un fardeau. Il porta le canon sous son menton. Le métal glaça sa peau, créant un contraste avec son orbite en feu. « Pars, Lyotcha !» chuchota-t-il. « Pars rejoindre les nôtres par la trappe d'évacuation. Je te couvrirai avec mon corps. » Le bruit du chien qu'on arme résonna comme un coup de fouet dans l'espace exigu. Ce déclic perça le bourdonnement dans les oreilles de Voronov, forçant son cerveau à se réactiver. L'instinct de conservation multiplié par la colère.
Voronov ne pouvait pas laisser cela arriver. Pas ici, pas comme ça. Il s'arracha de son siège de pilote pour se jeter dans le compartiment de combat. Son corps ne lui obéissait pas, ses jambes s'en mêlaient, mais il tomba sur Grigoriev, détournant son bras. Le coup de feu frappa le plancher. La balle ricocha sur le fond et alla se loger dans la paroi de la tourelle avec un tintement. L'odeur de la poudre devint insupportable. Voronov s'affala de tout son poids sur le tireur, plaquant sa main armée contre le sol nervuré. Il tremblait, ses dents claquaient, mais sa prise était d'acier. La prise d'un homme qui s'accroche à sa dernière chance. « On arrête !» râla Voronov directement dans le visage ensanglanté de son ami. « On arrête de crever !» Il gisait sur le métal froid, au milieu d'un tas de douilles et de chiffons. L'aveugle et le commotionné. 2 épaves humaines broyées par les meules de Stalingrad. La guerre ne tolère pas les faibles, mais elle ne savait pas encore que la faiblesse pouvait devenir le fondement de quelque chose de plus terrible que la simple force. Dans cette obscurité absolue, sous l'accompagnement des explosions proches, une transformation commençait. Le char T-34 cessait d'être une machine. Il devenait une prothèse. Le pistolet Tokarev cliqueta sur le fer strié du sol, éjecté par un coup dans lequel Voronov avait mis ce qui lui restait de coordination. L'odeur de la poudre brûlée du tir accidentel se mêla au relent acide de vomi et à la puanteur lourde de l'huile de transmission. Dans l'étroit compartiment de combat, où 2 hommes valides avaient peine à manœuvrer, 2 infirmes étaient maintenant enlacés. Voronov pesait de tout son poids, plaquant le tireur contre la culasse. Ses mains, saisies d'un tremblement incontrôlable, frappaient les épaules de Grigoriev, transmettant moins une contrainte que la vibration de son cerveau endommagé. « Imbécile !» Voronov cracha ce mot avec de la salive sanglante. « Tu vas où ? Au rebut ?» Grigoriev ne résistait pas. Son visage, lacéré par le verre, était tourné vers le plafond, vers ce point où, pour un voyant, se trouvait la trappe, mais où pour lui n'existait plus qu'un entonnoir noir infini. « Je suis vide, Lyotcha !» La voix du tireur sonnait plat, sans harmonique, comme le son d'une membrane voilée. « Je suis un lest. Je n'ai plus d'image. Je ne sais pas où est l'ennemi. Je ne sais pas où nous sommes. Laisse-moi. » Voronov desserra ses doigts et s'écarta avec difficulté, se cognant le dos contre le casier à obus. Sa cage thoracique se soulevait violemment. Il porta ses mains à son visage. Elles dansaient dans l'air, les doigts vivant leur propre vie, séparés de la raison. La commotion avait transformé son corps en un mécanisme déglingué aux connexions rompues. « Regarde mes mains, Ilya !» croassa le mécanicien, oubliant que son ami ne pouvait pas voir. « Regarde, je ne peux même pas tenir un volant. Je ne peux pas rouler une cigarette. Je vois l'allemand, mais je ne peux pas pointer le canon. Le viseur saute comme un fou. Si je me mets au tir, on enverra les obus dans le ciel. » Un silence tomba dans le char, troublé seulement par le tintement du métal qui refroidissait. La carcasse du T-34, qui avait encaissé des milliers de joules d'énergie cinétique, craquait en rendant sa chaleur à l'air de novembre. « Tu es mes mains », dit fermement Voronov. Les mots lui coûtaient, il devait pousser chacun d'eux à travers sa gorge spasmée. « Et je suis tes yeux. C'est la seule mathématique qui nous reste. » Grigoriev leva lentement la main. Il bougeait avec précaution, comme s'il avait peur de se brûler au contact de l'air. Ses doigts trouvèrent l'acier froid de la poignée du mécanisme de rotation de la tourelle. Une forme familière. Le métal lisse, poli par les paumes. C'était la seule chose qui n'avait pas changé dans son monde. Il serra la poignée. Ses doigts se logèrent dans les encoches avec assurance, fermement. La mémoire musculaire, forgée par des mois de combat du Don à la Volga, s'activa instantanément. Ici,
Au niveau tactile, il était encore un as. « Une symbiose », murmura Grigoriev. Ce n'était pas un accord, mais un constat. Comment on opère? Voronov passa au poste de commandant, mais comprit vite que son oreille interne ne supportait pas la rotation d'Atourelle. La nausée lui montait à la gorge, telle une vague noire. Il glissa vers le bas, vers son poste de pilote. Là, le front pressé contre l'épiscope, il avait un secteur de vision étroit mais net. Le char faisait face à une brèche dans le mur de l'usine. Le secteur de tir était frontal, plus ou moins 30 degrés. « Écoute mes ordres !» La voix de Voronov devint dure, métallique, dénuée de douceur humaine. C'était désormais la voix de l'ordinateur de bord. « Oublie l'optique. Ton monde, maintenant, ce sont les manivelles et la culasse. » Ils commencèrent le calibrage. Ce fut un processus douloureux et sale d'invention de nouveaux langages de mort. « Tourelle à droite !» ordonna Voronov. Grigoriev fit tourner le volant. « Stop !» cria le mécanicien. « Trop ! Tu as dépassé de 10 millièmes. Ilya, écoute-moi. » Un tour complet du volant, c'est ta mesure de longueur. Un demi-tour, ta mesure de précision. Un quart, ta mesure de vie. Grigoriev hocha la tête. Le sang sur son visage avait séché en croûte, tirant sa peau. Il commença à tourner les volants, écoutant la mécanique du char. Auparavant, il visait avec la croix du viseur, faisant confiance à ses yeux. Maintenant, il apprenait à faire confiance aux engrenages. Il sentait les dents s'engrener les unes dans les autres, la lourde tourelle vaincre l'inertie. Il apprenait à sentir le poids du canon de 76 mm à travers la résistance de la poignée. « Donne-moi un repère », demanda le tireur. « Broie devant, une cheminée en briques. Distance 300 mètres. C'est notre zéro. » Voronov regardait par la fente de l'épiscope, essayant de calmer le tremblement de ses genoux. À droite de la cheminée, l'atelier détruit. À gauche, le remblai. Ils divisèrent l'espace devant le char en secteurs. Il n'y avait plus de « là-bas » près du tas d'ordures. Il y avait des coordonnées précises. Azimut 2, élévation 0,5. Voronov traduisait l'image visuelle de l'usine détruite en chiffres secs de tours et de déclics. Grigoriev traduisait les chiffres en mouvements de main. « Charge !» ordonna le mécanicien. Grigoriev se retourna dans l'espace exigu. Désormais, la tâche la plus difficile était le râtelier à munitions. Dans l'obscurité totale, il tâtonnait le mur, cherchant les culots froids des douilles. Explosif à fragmentation, tête de la fusée rugueuse. Perforant, un projectile lisse et obtus. Il sortit un obus explosif, sentant son poids. 6 kg de mort coulés. Demi-tour, coup de genou dans le siège. Trouver le berceau de la culasse. L'obus entra dans la chambre avec un bruit huileux caractéristique. Le claquement de la culasse retentit dans le silence comme l'armement d'un chien sur un échafaud. « Parez !» expira Grigoriev. « Encore une fois !» ordonna impitoyablement Voronov. « Décharge et recommence, jusqu'à ce que tu le fasses plus vite que ton cœur ne bat. » Ils s'entraînèrent 1 heure, ou une éternité. Le temps dans le char verrouillé avait perdu sa linéarité. Grigoriev s'écorchait la peau sur les mécanismes, mais à chaque fois, ses mouvements devenaient plus économes. Il cessa de tâtonner dans le vide. Ses mains connaissaient désormais la trajectoire exacte du râtelier à la culasse. Il apprit à déterminer le type d'obus au toucher instantané, les distinguant comme un chirurgien distingue ses instruments à l'aveugle. L'explosif pour déchirer la chair molle de l'infanterie, le perforant pour briser l'échine des machines. Voronov luttait contre son corps. La commotion revenait par vagues de malaise. Des taches colorées dansaient devant ses yeux. Mais il se forçait à se concentrer sur le secteur de vision. Il apprenait à parler court, haché, coupant tout le superflu. Dans leur dialogue,
Il n'y avait plus de place pour les « s'il te plaît » ou les « peut-être », seulement l'ordre et l'exécution. Plus à gauche, un demi-tour. Clic, clic, clic. 3 crans du mécanisme. Stop, verrouille. À l'intérieur du char, une nouvelle anatomie se formait. 2 hommes mutilés avaient fusionné avec la machine et l'un avec l'autre. Le système nerveux de Volonov s'était connecté aux muscles de Grigoriev par la voix. Le char n'était plus simplement de la technique. Il était devenu un exosquelette pour 2 âmes refusant de mourir. L'odeur de brûlé et de sang ne les dérangeait plus. Elle était devenue leur habitat naturel. « Il y a » appela doucement Voronov, sans quitter l'épiscope des yeux. « Tu sens ?»« Quoi ?»« La vibration. » Grigoriev pressa son épaule contre le blindage. À travers le métal, à travers les chenilles prises dans le sol gelé, une vibration se transmettait. Rythmique, lourde. Pas celle des explosions, celle du mouvement. « Des lourds arrivent », dit le tireur aveugle. Il n'entendait pas le bruit des moteurs dehors, mais son corps, devenu partie intégrante du char, lisait les oscillations du sol. 20 tonnes, pas moins. À droite, 40 degrés. Volonov plissa les yeux. Dans le crépuscule gris, parmi les ruines de l'atelier, une ombre passa. Une silhouette carrée, un frein de bouche caractéristique. « Un Panzer IV » souffla le mécanicien. Et de l'infanterie derrière. Il n'y eut pas de peur. La place de la peur fut prise par une fonctionnalité glaciale. Le mécanisme était assemblé, réglé, lubrifié par la sueur et le sang. Maintenant, il fallait l'éprouver. « Explosif », commanda Volonov. « Infanterie de front. Repère, la poutre tordue. Explosif engagé. » Les mains de Grigoriev glissèrent vers le verrou du canon. Déclic. Paré. Désormais, il ne faisait plus qu'un. Un géant aveugle au point de fer et son petit guide tremblant. Devant, c'étaient les ténèbres pour l'un et la mort pour les deux. Mais à cet instant, dans la boîte d'acier, une étincelle de vie jaillit, nourrie par une rage pure. Les Allemands ne tiraient pas. Dans la logique de la Wehrmacht, gaspiller des obus sur un char mort était une infraction à la discipline. Le T-34 restait immobile, canon pointé vers la grisaille du ciel de Stalingrad. La fumée du gazole brûlé s'étirait paresseusement sur le blindage, créant l'illusion parfaite d'une destruction définitive. Pour le groupe d'infanterie qui sortait des ruines de l'atelier d'assemblage, ce morceau de ferraille soviétique n'était qu'un décor, une partie du paysage de désolation, aussi inoffensive qu'un tas de briques cassées. Voronov les observait à travers le verre trouble de l'épiscope. Ses pupilles se dilatèrent, essayant d'absorber tout le panorama du combat, tandis que son corps continuait de vibrer traîtreusement. Il voyait leurs visages, détendus, confiants. Ils avançaient debout, carabine baissée, sûrs de leur impunité. C'était une erreur fatale, prendre l'immobilité pour la mort. « Infanterie !» râla le mécanicien. Sa voix tremblait, mais les mots tombaient dans l'interphone lourdement, comme des pierres. « À découvert, repère, cheminée de la chaufferie. » Grigoriev hocha la tête dans le noir complet. Ses mains reposaient sur les volants, ses doigts incrustés dans le métal. « J'entends, » répondit-il brièvement. « Donne la correction. »« À droite 2 tours, » commanda Voronov. « Distance 300, explosif. » Le temps, qui s'écoulait jusqu'alors comme une graisse épaisse, se comprima soudain en un ressort tendu. Grigoriev commença la rotation. 1, 2. Dans sa conscience, il n'y avait ni Allemand, ni ruine. Il n'y avait que l'angle de rotation de la tourelle, traduit en effort musculaire.
Les engrenages de la couronne de tourelle grondaient sourdement, faisant pivoter la structure de plusieurs tonnes. Pour le tireur, c'était le son de l'espoir. Pour les Allemands dehors, le grincement d'un couvercle de cercueil. « 2 tours effectués », rapporta l'aveugle. Volonov riva son regard à l'instrument d'observation. Le canon F-34 glissait lentement vers la droite, couvrant de sa pupille noire le groupe de silhouettes gris-vert. Le mécanicien vit l'un des soldats s'arrêter, crier quelque chose et pointer le char du doigt. Il commençait à comprendre. Trop tard. « Niveau !» cria Volonov, voyant que le canon visait un peu au-dessus des têtes. « Baisse d'un demi-tour! Vite, Ilya, vite !» Grigoriev arracha le volant de pointage vertical. Son monde se rétrécit aux sensations tactiles dans ses paumes et à la voix de son ami dans le casque. Il ne voyait pas l'ennemi, mais il sentait sa présence par la peau. Il sentait les regards braqués sur eux. « Prêt !» expira-t-il. « Feu !» Le cri de Volonov vira à l'aigu. Grigoriev écrasa la pédale de tir. Ce n'était pas juste une pression, c'était la libération d'une rage accumulée. Le percuteur frappa l'amorce. 76 mm d'acier et d'explosifs quittèrent le canon à la vitesse de 600 mètres par seconde. À l'intérieur du char, la physique du tir fut ressentie comme un coup de masse sur la coque. La culasse recula avec une force monstrueuse, manquant de peu l'épaule du tireur. L'automatisme fonctionna impeccablement. Le bloc de culasse s'abaissa, l'extracteur arracha la douille brûlante et la jeta au sol. Le tintement du laiton sur le plancher sonna plus clair et plus fort que n'importe quelle cloche. Les gaz de poudre remplirent le compartiment de combat d'un brouillard âcre. Grigoriev inspira ce poison à plein poumon. C'était l'odeur de la vie. Le char oscilla sur sa suspension. Les ressorts Christie grincèrent en encaissant le recul, puis se figèrent à nouveau. Dehors, à 300 mètres, le monde éclata. L'obus explosif frappa la base en béton de la cheminée, exactement au centre du groupe. La fusée instantanée transforma le corps d'acier du projectile en milliers d'éclats tranchants comme des rasoirs. L'onde de choc mélangea les corps, la poussière de briques et la terre gelée en un nuage sanglant unique. Ceux qui, une seconde plus tôt, marchaient à l'attaque, cessèrent d'exister en tant qu'unité de combat. Dans les écouteurs des casques, à travers les crépitements de la statique, la voix paniquée du capitaine Belov perça. « Troisième! Troisième! Vous brûlez! Évacuez la machine! Équipage, sortez !» Belov voyait l'éclair du tir, voyait la fumée, mais il ne pouvait croire qu'un char à l'optique brisée et à l'équipage commotionné soit capable de riposter. Pour lui, c'était l'agonie, le dernier soupir d'une bête mourante qui risque d'emporter les siens avec elle. Voronov, clignant des yeux irrités par la fumée, pressa le bouton de son laryngophone. Sa main tremblait encore, mais sa voix, filtrée par les membranes de charbon, sonnait d'un calme effrayant. « Ici le troisième. Nous sommes opérationnels. On continue le travail. » Grigoriev, entendant la réponse de son ami, tâonna le sol pour trouver la douille suivante. Ses mouvements étaient devenus précis, prédateurs. La peur avait disparu, brûlée par l'adrénaline du premier coup au but. « Lyotcha !» dit-il doucement, en engageant un nouvel obus dans la culasse. Le verrou claqua en se refermant. « Donne le suivant. » Dans ce court dialogue, il n'y avait pas de triomphe. Il n'y avait que le constat d'une nouvelle réalité. Ils n'étaient plus des invalides. Ils étaient devenus un organisme symbiotique où le défaut de l'un était compensé par la fonction de l'autre. Le char T-34
avait cessé d'être une simple somme de caractéristiques tactiques et techniques. Il avait acquis une âme, noire, mutilée, mais absolument mortelle. La guerre, pour eux, ne faisait que commencer. 7 jours. 168 heures de veille ininterrompue. Durant ce temps, le T-34 cessa définitivement d'être un véhicule. Il s'incrusta dans les ruines de l'atelier numéro 3, devenant une partie de son architecture torturée. Les chenilles furent recouvertes de poussière de briques et de neige, la tourelle poudrée par les cendres des charpentes brûlées. De l'extérieur, c'était juste une colline de métal mort, l'une des milliers d'épaves jonchant Stalingrad. Mais à l'intérieur de cette colline, un pouls battait. Le char s'était transformé en point de tir fortifié. L'équipage ne pensait plus à la manœuvre. La notion de vitesse avait disparu. Seule restait la notion de cadence de tir. La vie s'était rétrécie aux dimensions du compartiment de combat. Il dormait à tour de rôle, recroquevillé sur les sièges durs, réveillé par le froid qui pénétrait jusqu'aux os. Il mangeait des biscuits secs sans en sentir le goût, buvant de l'eau rouillée, puisée au bidon. Tous les besoins physiologiques étaient satisfaits dans une douille d'obus de 76 mm qu'il jetait ensuite par la trappe d'évacuation. La guerre ici avait perdu tout vernis romantique pour se transformer en un lourd et sale travail de vidangeur. Grigoriev changea. Ayant perdu la vue, il commença à muter. Son cerveau, privé de 90% des informations entrantes, redistribua ses ressources vers les centres auditifs. Dans l'obscurité absolue, ses oreilles devinrent des radars. Il apprit à filtrer le chaos acoustique de la bataille. Il n'entendait pas seulement les explosions, il entendait les nuances du son. Il distinguait la toux sourde et gutturale des obusiers allemands de l'aboiement strident des mortiers. Mais surtout, il apprit à entendre les moteurs. « Ils arrivent », chuchota Grigoriev, sans tourner la tête. Ses mains reposaient sur ses genoux, détendues, prêtes à bondir. Voronov, collé à l'épiscope, ne voyait rien. Devant lui, il n'y avait que le voile gris du brouillard matinal et les squelettes des structures de l'usine. « Rien à signaler, il y a. Personne. »« Ils arrivent », répéta le tireur avec plus de fermeté. « Sur roue. Chargés. Ils avancent lourdement, en secondes. 3 véhicules. Ce sont des Opel. Leurs soupapes claquent d'une façon caractéristique. On ne peut pas les confondre avec nos camions. 1 minute plus tard, des silhouettes émergèrent du brouillard. Des camions de ravitaillement de la Wehrmacht. Ils avançaient sur la rue exposée, convaincus que le secteur était nettoyé. Les Allemands transportaient des munitions et des tenues d'hiver vers la ligne de front, à seulement 1 kilomètre de là. Ils ne craignaient pas le char mort dans les ruines. Voronov sentit un frisson lui parcourir le dos. L'aveugle ne se trompait pas. « Je les vois », la voix du mécanicien devint sèche, professionnelle. 3 boîtes, distance 400, de flanc, comme au stand de tir. À l'intérieur du char, le travail commença. Sans agitation, sans mots superflus. C'était une chaîne de montage de la mort, réglée comme une horloge. Repère, angle de l'entrepôt, à droite, un demi-tour. Déclic des commandes de la tourelle. Grigoriev manœuvrait les volants avec fluidité, sans à-coups. Il sentait l'inertie du canon. « C'est bon », lâcha-t-il brièvement. « Le premier de la colonne. Je le suis. Correction. Une demi-longueur de caisse. » Grigoriev ajusta la tourelle, suivant la voie de son ami. Voronov dictait la vitesse de suivi, et les mains du tireur se synchronisaient avec le mouvement du camion qu'il ne voyait pas. « Feu !» Le tir déchira le silence matinal. L'obus explosif frappa le compartiment moteur du camion de tête. L'explosion pulvérisa la cabine. Le véhicule fit une embardée et se mit en travers de la route, bloquant le passage aux autres. Les flammes enveloppèrent instantanément la benne. « Deuxième cible !» cria Voronov. « Celui de queue !»
Plus à gauche! Un tour! Les Allemands sautaient des camions comme des pois, essayant de trouver un abri. Mais il n'y avait pas d'abri. Il n'y avait qu'une rue ouverte et un bourreau invisible. « Prêt !» répondit Grigoriev. Le verrou claqua, avalant un nouvel obus. « Feu !» Le deuxième camion s'enflamma comme une torche. La détonation des munitions dans la benne transforma le véhicule en une boule de feu, projetant la mort dans toutes les directions. Le troisième camion tenta de reculer, mais buta contre les débris brûlants du premier. Le piège s'était refermé. « Achève-le !» ordonna Volonov. Il n'y avait aucune pitié dans sa voix, seulement un calcul froid. Il ne fallait pas les laisser partir. Grigoriev envoya le troisième obus. Coup au but dans le réservoir d'essence. Les Allemands paniqués couraient entre les machines en feu. Ils tiraient au hasard, vers les ruines, vers les fenêtres des ateliers, ne comprenant pas d'où venait la mort. Ils ne voyaient pas les éclairs des tirs. Le char tirait depuis les profondeurs de l'atelier détruit, et la fumée se dissipait à l'intérieur du bâtiment, ne trahissant pas la position. Pour la Wehrmacht, ce secteur devint un lieu maudit. Ils l'appelaient « Das Gespenst », le fantôme. Leur rapport parlait d'une batterie anti-char camouflée, de tireurs d'élite tankistes. Il ne pouvait pas leur venir à l'esprit qu'un secteur entier était tenu par un seul char brisé avec un équipage de 2 infirmes. À l'intérieur de la machine, l'odeur de poudre piquait les yeux. Voronov toussa, crachant des glaires noires. « Nettoyez !» expira-t-il. « Les 3 brûlent. » Grigoriev s'adossa à son siège. Ses mains tremblaient légèrement, non de peur, mais de tension. La retombée après le combat frappait toujours les nerfs. « Combien était-il » demanda-t-il doucement. « N'y pense pas » le coupa Voronov. « Ce ne sont pas des gens, ce sont des cibles, des chiffres dans un rapport. » Ils restèrent assis dans l'obscurité, écoutant le crépitement des flammes et l'explosion des munitions dans les camions allemands. Grigoriev écoutait ces sons comme un musicien écoute une partition complexe. Il entendait les cris, mais il ne le touchait pas. Son âme, semblait-il, s'était cornée, tout comme la pulpe de ses doigts usée sur le métal des volants. La guerre est une usine. Ils sont les ouvriers. Leur machine-outil est un canon. Et aujourd'hui, ils avaient dépassé le plan. « Lyotcha !» La voix du tireur sonna sourdement. « Vérifie le stock. Il en reste combien ?»« 20 explosifs, 5 perforants. »« C'est peu, » constata l'aveugle. « Assez pour la journée. Et demain ?»« Et demain sera demain, » trancha Volonov. « Repose-toi, je prends le quart. » Le silence revint dans la boîte de fer. Dehors, les espoirs allemands de linge chaud et de cartouches finissaient de se consumer. Dedans, le métal refroidissait et 2 hommes se transformaient à nouveau en pièces immobiles de leur mécanisme, attendant le prochain signal. Le fantôme de l'atelier numéro 3 s'était tapi. Il ne connaissait pas la fatigue. Il ne connaissait pas la pitié. Il attendait, tout simplement. Les Allemands envoyèrent des professionnels. Ce n'étaient pas des fantassins effrayés, ni des chauffeurs de camions rêvant de schnapps. C'étaient des Experten, des chasseurs d'une division blindée, retirés de l'axe principal de l'attaque, spécialement pour nettoyer ce carré. 3 chars Panzer IV avec des canons longs de 75 mm. Ils ne se déplaçaient pas en colonne, mais en éventail, utilisant la tactique de la meute de loups. Ils savaient qu'une bête se terrait dans l'usine, et ils venaient pour la tuer. Voronov vit le premier reflet d'optique dans l'épiscope. Le soleil, perçant à travers la fumée, scintilla traîtreusement sur la lentille du viseur ennemi. « Contact !» souffla le mécanicien. Sa voix descendit d'une octave. C'était la peur, mais une peur froide, mobilisatrice. « Proie boîte, canon long, ils savent où nous sommes. »
Grigoriev se figea. Ses mains, posées sur les volants, se pétrifièrent instantanément. Il entendait ce ton chez son ami, le ton d'un homme regardant dans la bouche d'un peloton d'exécution. « Distance ?» demanda l'aveugle. « 600. Ils s'écartent sur les flancs. Ils nous prennent en tenaille. » Le premier obus frappa le blindage frontal de la tourelle avant qu'il n'ait eu le temps de tourner le canon. L'impact fut d'une telle force que la calamine tomba du revêtement intérieur. Le son n'était pas assourdissant, il arrachait l'âme. Comme si Dieu lui-même avait frappé du poing sur le toit. Ricochet. Le blindage incliné du T-34, invention géniale du constructeur Kochkine, sauva l'équipage. Le projectile partit dans le ciel, laissant sur l'acier un sillon profond, chauffé à blanc. « Vivant !» hurla Voronov, se vérifiant lui-même ainsi que le tireur. « La tourelle est intacte !» Grigoriev secoua la tête, chassant le bourdonnement. « Donne la cible !» Il manœuvre. Voronov se pressa contre un instrument d'observation. L'image devant lui sautait. Le premier arrive par la gauche, le deuxième tient le centre, le troisième part derrière le remblai. Ils nous démontent, Ilya. Nous sommes une cible fixe pour eux. Le char trembla sous un deuxième impact. Cette fois, l'obus érafla le mantelet du canon, bloquant la mitrailleuse. Le métal hurla. Des étincelles pleuvassèrent dans le compartiment de combat. La situation était mathématiquement perdue. Un T-34 immobilisé contre 3 machines agiles dotées d'une excellente optique. « Tape le chef !» cria le mécanicien. « Tourelle à gauche, vite !» Grigoriev commença la rotation, mais s'arrêta soudain. « Non !» dit-il fermement. « Quoi, non ?» Voronov faillit virer à l'hystérie. « Il va tirer ! Tourne !»« Non !» répéta l'aveugle. Son visage, barré de cicatrices, était d'un calme effrayant. « Si je tire de face, je ne l'aurai pas. On est en 42, Lyotcha, et ils ont un blindage renforcé. Ça va ricocher. On ne fera que se trahir définitivement. » Dans le char, plana un silence qui résonnait plus fort que la canonnade. Voronov regardait le char ennemi qui rampait lentement, avec une assurance arrogante, sur les ruines, tournant sa tourelle vers eux. Le frein de bouche du canon allemand regardait droit dans l'âme du mécanicien. « Il va nous tuer », chuchota Voronov. « Attends », commanda Grigoriev. « Laisse-le croire qu'on est crevé. Laisse-le présenter son flanc. » C'était un jeu de nerfs où la mise était la vie. Le tireur aveugle proposait au mécanicien voyant de regarder sa propre mort sans cligner des yeux. Grigoriev sentait la vibration du sol. Il entendait le rugissement croissant du Maybach allemand. Il construisait dans sa tête un modèle tridimensionnel du combat, s'appuyant uniquement sur le son et l'intuition. « Où est-il » demanda le tireur. « 500 mètres. Il pivote. Il vise. Attends. 400. Il va tirer. Attends » aboya Grigoriev. Ses doigts sur la détente blanchirent. Il serrait le métal si fort qu'on aurait dit que la poignée allait se tordre. Impact. Le troisième obus frappa le bord de la tourelle, arrachant une main courante et un morceau de blindage. Le char vacilla. Voronov se cogna le visage contre l'épiscope, le sang inonda son œil. Mais il ne se détourna pas. « Il croit qu'on est fini », râla le mécanicien, en étalant le sang sur son visage. « Il détourne le canon. Il contourne pour nous achever par le flanc. » L'Allemand commit une erreur. Il crut en son invulnérabilité. Le Panzer IV entama un virage sur chenille, exposant sa projection latérale. Un blindage vertical fin, derrière lequel se cachaient les munitions et les réservoirs. « Flanc !» hurla Voronov. « Profil complet ! Tourelle à gauche, 2 tours !» Grigoriev ne tournait pas. Il arrachait le volant. Les muscles de son dos craquaient sous l'effort. La lourde tourelle partit vers la gauche, rattrapant la cible. « Encore un peu !»
corrigeait le mécanicien. Sa voix était un désignateur laser. « Stop !» Le canon soviétique se figea, pointant exactement au milieu de la croix allemande sur le flanc de la machine ennemie. « Distance 300 ! Perforant ! Perforant engagé !» Grigoriev sentait déjà ce tir. Il le sentait dans son ventre. « Prends ton cadeau. Pression. » Le tir d'un projectile perforant est une physique de destruction pure. L'obus traversa l'air en une demi-seconde. Il frappa le flanc du char allemand à un angle de 90 degrés. L'acier allemand ne résista pas. Le projectile défonça le blindage, fit irruption dans le compartiment de combat et transforma les entrailles de la machine ennemie en hachoirs. Un instant plus tard, le char allemand gonfla de l'intérieur. Les écoutilles furent arrachées. Une colonne de feu jaillit vers le ciel à la hauteur d'un 3e étage. La détonation des munitions déchira la coque aux coutures. « Il brûle !» cria Voronov. Ce n'était pas un cri de joie, mais de folie. « Il brûle, l'enfoiré !» Les 2 autres chars allemands, voyant la mort de leur commandant, s'écartèrent brusquement, lâchant des écrans de fumée. Ils ne comprenaient pas d'où venait le coup. Pour eux, les ruines mortes s'étaient soudain hérissées d'un feu mortel. « Ils sont partis !» expira le mécanicien, glissant le long de la paroi. « Partis derrière les fumées. Ils ont peur. » Grigoriev retira lentement son doigt de la détente. Ses mains tremblaient d'un fin tremblement. Il respirait lourdement, en sifflant, aspirant par les narines l'odeur de métal brûlé. « On est encore vivant, Lyotcha ?» demanda-t-il doucement. « Vivant, mon frère. Vivant. » Volonov regardait son ami. L'aveugle était assis dans la pénombre de la tourelle, couvert de suie, avec des yeux vides et effrayants, dans lesquels le sang avait séché. Mais dans cette posture, dans ses mains posées sur le canon, il y avait tant de force que le mécanicien en eut peur. La guerre prend à l'homme tout ce qu'il a d'humain, ne laissant que la fonction. Mais c'est précisément cette fonction qui venait de leur sauver la vie. « Charge !» dit Voronov, retournant à l'épiscope. « Ils reviendront. »« Je sais, » hocha Grigoriev, cherchant le prochain obus. « Qu'ils reviennent. On n'est pas pressé. » La confiance dans cet espace exigu avait cessé d'être un concept abstrait. Elle était devenue matérielle, comme l'acier du blindage. La vie de l'un dépendait de la parole de l'autre. Une seconde de retard, la mort. Un mot faux, la mort. Une main qui tremble, la mort. Ils avaient marché sur le fil du rasoir, et cette expérience les avait soudés plus fort que la soudure ne tient les plaques de la coque. Maintenant, ils savaient, tant que l'un voit et que l'autre tire, ce char est immortel. Le char allemand n'était pas parti, il s'était tapi. Le commandant du dernier Panzer survivant s'avéra être une bête expérimentée. Il comprit qu'un duel direct avec l'invisible dans les ruines était un suicide, et il choisit une tactique de survie. Il plaça sa machine derrière le mur semi-détruit d'un atelier d'outillage. La maçonnerie de briques de 3 mètres de haut cachait fiablement la coque d'acier, et des tas de débris protégeaient les chenilles. C'était une position idéale. Il ne voyait pas le char soviétique, mais le char soviétique ne pouvait pas non plus l'atteindre. Une situation de patte. Un échiquier où les pièces se sont figées dans l'attente de l'erreur de l'adversaire. Voronov scrutait le secteur jusqu'à en avoir mal aux yeux. « Je ne le vois pas » grinça-t-il entre ses dents. « Il est là, je le sais. J'entends le moteur. Mais pas de contact visuel. Le mur le cache. » Le mécanicien ne voyait que la fumée bleuâtre de l'échappement s'élevant rythmiquement au-dessus de la crête du mur de briques. La fumée pulsait, trahissant le fonctionnement du moteur allemand au ralenti.
L'ennemi était proche, à quelques 50 mètres, mais une barrière infranchissable se dressait entre eux. « Des cris !» exigea Grigoriev. Sa voix sonnait sourdement, comme venue d'un souterrain. Il était assis immobile, la tête penchée, comme s'il écoutait la vibration des parois. « Où est la fumée exactement ?»« Repère 3, bâtiment rouge, angle gauche. La fumée sort de derrière le mur, à 5 mètres du bord. Il est de flanc par rapport à la maçonnerie. Il attend qu'on se montre. » Grigoriev hocha lentement la tête. Dans sa tête privée de lumière, une carte s'illumina. Avant la guerre, dans cette vie qui semblait désormais un rêve, il travaillait à l'usine de tracteurs. Il connaissait cet atelier. Il se souvenait de l'odeur de l'huile dans l'atelier d'outillage. Il se souvenait de la disposition des machines. Et surtout, il se souvenait des murs. « Ce n'est pas du béton, Lyotcha », dit doucement le tireur aveugle. « C'est de la brique rouge. Une vieille maçonnerie, tsariste. Épaisseur, 1 brique et demie. » Et alors, ne comprit pas Voronov. « Je ne vois pas la cible. Je ne peux pas viser ce qui n'est pas là. On va tirer à travers le mur. » Voronov s'arracha de l'épiscope et regarda le dos de son ami. Cela ressemblait au délire d'un commotionné. Tirer un obus perforant à travers un mur porteur, dans l'espoir de toucher un char qu'on ne voit pas, c'était contraire à tous les règlements de tir d'artillerie. « Tu es dingue », constata le mécanicien. « Le projectile va perdre son énergie, il va être dévié. La fusée va se déclencher à l'impact sur la brique. On va juste lui érafler la peinture. Et lui, en retour, va nous pulvériser à la lueur du départ. » « Le perforant est à tête plate, l'interrompit Grigoriev. Il a une fusée à retardement. La brique, pour lui, ce n'est pas du blindage, c'est du sable. L'obus passera à Lyotcha. Il perdra de la vitesse, mais gardera sa masse. Et derrière le mur, l'Allemand présente son flanc. 30 mm d'acier, du carton. C'était la physique du désespoir. Un calcul basé sur la foi en l'énergie cinétique et la mémoire. Grigoriev ne voyait pas le mur, mais il sentait sa densité. Il savait que l'obus de 76 mm, pesant 6,5 kg, volant à la vitesse du son, transformerait la maçonnerie en mitraille. « Vise !» ordonna l'aveugle. « Droit dans le mur, un peu plus bas que l'endroit où monte la fumée, au niveau de la caisse. » Voronov hésita une seconde. C'était de la folie, mais c'était leur seule folie à deux. « D'accord, » expira-t-il. Repère, tache de suie sur le mur, distance 50, à bout portant. Tourelle à gauche, se commandait Voronov à lui-même, regardant le canon s'appuyer contre le mur rouge aveugle. C'était surréaliste. Fusiller des briques. Stop. Viseur au centre de la maçonnerie. Charge le perforant. La voix de Grigoriev devint dure. Et prie pour qu'il n'ait pas bougé. Le verrou claqua. Obus dans le canon. Grigoriev posa ses mains sur les mécanismes. Il imagina ce mur. Imagina le char allemand derrière. Imagina l'équipage, assis dans la chaleur du moteur, buvant de l'ersatz de café et se sentant en sécurité. « Feu !» cria Voronov en fermant les yeux. Le char tressauta de tout son corps. L'onde de bouche, réfléchie par l'obstacle proche, frappa les oreilles avec une force doublée. La poussière du plafond du compartiment de combat tomba sur leurs épaules. Dehors se produisit ce que les manuels de balistique appellent la perforation d'obstacles avec conservation de l'effet létal. L'obus perforant frappa la maçonnerie. La brique ne résista pas à l'impact ponctuel d'une énergie monstrueuse. L'obus ne fit pas que percer un trou. Il expulsa un cône d'éclats secondaires, pierre, ciment et acier même. Le mur explosa vers l'intérieur. Le projectile, traversant un demi-mètre de céramique, perdit un tiers de sa vitesse et commença à basculer. Mais sa masse suffit. Il frappa le flanc du 4 allemand
accompagné d'un nuage de gravats. Le blindage affaibli du char allemand ne résista pas aux coups combinés de l'obus et de la mitraille de pierre. Le métal céda. La masse d'acier brûlante fit irruption dans le compartiment moteur, broyant les cylindres, déchirant les conduites de carburant et le câblage. « Touchez !» hurla Voronov. Il vit le mur s'effondrer et une fumée épaisse, noire et grasse s'échapper de la brèche. Ce n'était pas de l'échappement, c'était du gazole brûlant sous pression. Une seconde plus tard, une détonation fit trembler la terre sous les chenilles du T-34. Les munitions allemandes avaient explosé. Le feu avait trouvé les obus. La tourelle du char allemand fut arrachée de son chemin de roulement et projetée en l'air comme le couvercle d'une marmite en ébullition. Elle vola par-dessus les restes du mur et s'écrasa avec fracas devant le nez de la machine soviétique. « Ça a marché », chuchota Voronov, n'en croyant pas ses yeux. « Ilya, tu l'as eu, à travers le mur. Tu l'as eu !» Grigoriev laissa retomber ses bras, impuissant. L'adrénaline reflua, laissant une faiblesse nauséeuse. « Je l'avais dit, » murmura-t-il. « J'ai construit cet atelier, Lyotcha. Je sais où sont ses points faibles. » C'était le triomphe, non de la technologie, mais du facteur humain. Là où l'optique et la logique allemande voyaient une impasse, le tireur aveugle vit une opportunité. Il utilisa la topographie du champ de bataille comme une arme. L'environnement cessa d'être un obstacle pour devenir le prolongement de sa volonté. Volonov regardait la colonne de fumée noire s'élever au-dessus des ruines. Dans cette fumée, brûlaient les restes de la certitude allemande en leur supériorité. L'ennemi s'était heurté à quelque chose d'irrationnel, à une force incalculable pour les états-majors, une rage aveugle multipliée par la connaissance des murs familiers. « On change de position !» La voix de Grigoriev interrompit l'euphorie. « Ils vont couvrir la zone au mortier. Ils ont vu l'éclair. » « Compris. » Volonov engagea la vitesse. « On part vers le secteur 4. » Le char, faisant cliqueter ses chenilles, recula, rampant vers les profondeurs des ruines, laissant derrière lui un tas fumant de briques et de métal. Ils avaient gagné un round de plus, mais la nuit approchait, et avec elle, une nouvelle guerre. La guerre des sons, des bruissements et des ombres. L'heure du tireur aveugle. La nuit tomba sur les ruines de l'usine de tracteurs, non pas comme un soulagement, mais comme un voile étouffant. Pour des milliers de soldats des deux côtés du front, l'arrivée de l'obscurité signifiait la perte de contrôle. La vue, principal outil de la guerre, devenait inutile. Les ombres prenaient vie, les tas d'ordures se transformaient en ennemis furtifs, et les éclairs des fusées éclairantes ne faisaient qu'aveugler, brûlant la rétine. Pour les voyants, la nuit était le temps du chaos et de la paranoïa. Mais pour Grigoriev, rien n'avait changé. À l'intérieur de la coque blindée du T-34, l'obscurité était une constante. Elle ne l'effrayait pas, c'était son milieu de travail depuis déjà 100 heures. Tandis que Voronov, épuisé par la commotion et la tension, plissait les yeux vers le rectangle noir de l'épiscope, essayant de discerner un mouvement dans les ténèbres impénétrables, Grigoriev élargissait sa zone de contrôle. La nuit supprimait les bruits parasites. L'artillerie s'était tue, l'aviation était rentrée aux aérodromes. Le monde devint plus silencieux, donc plus transparent pour Louis. « Lyotcha !» La voix du tireur résonna anormalement fort dans le char qui refroidissait. « Coupe le moteur, complètement !»« On va geler !» répondit le mécanicien en claquant des dents. La température intérieure était tombée en dessous de 0. La vapeur de leur haleine se déposait en givre sur la culasse. « Coupe ! Ils sont proches. J'entends leur peau. » Volonov tourna la clé. Le diesel V12, après un dernier soubresaut, se tut. Un silence absolu
ouaté, s'installa. Le mécanicien sentit la peur lui serrer la gorge de ses doigts poisseux. Il était aveugle. Sans lumière, sans possibilité de voir des repères, son oreille interne recommença à défaillir. Il avait l'impression que le char tombait dans un abîme. « Je ne vois rien, il y a... » chuchota-t-il. « De l'encre. On y voit gouttes. Où sont-ils » Grigoriev était assis immobile, ses orbites vides closes, transformées en un unique nerf auditif. Il scannait l'espace autour du char à travers l'épaisseur du blindage. Le métal n'étouffait pas les sons, il les filtrait. 3 heures, commença à énumérer l'aveugle. 20 mètres. Frottement de toile sur la brique. C'est un groupe d'assaut. Ils rampent. Je ne vois... commença Voronov. Chut, siffla Grigoriev. 9 heures. Cliquetis de carabine. Quelqu'un a touché une armature avec son canon. Il contourne. Il nous encercle. Il prépare les grenades. C'était un groupe de sapeurs allemands, des chasseurs de chars. Ils avançaient silencieusement, professionnellement, chaussés de semelles souples, avec des sacs remplis de charges de TNT et de grenades à manche. Ils comptaient surprendre l'équipage soviétique endormi ou sourd. Ils ne savaient pas qu'à l'intérieur se trouvait un homme pour qui le son du tissu frottant contre la pierre résonnait comme une sirène d'alerte aérienne. Grigoriev posa les mains sur les poignées de la mitrailleuse coaxiale. Ici, l'aide du mécanicien n'était pas nécessaire. Distance de pistolet. « Tu vois le noir, Lyotcha » demanda le tireur en armant la mitrailleuse. « Oui. Et moi, je vois la cible. » Soudain, à droite, tout près, un claquement sec retentit. Le bruit d'une goupille qu'on arrache. Pour Grigoriev, ce fut le signal du départ. Il n'attendit pas l'explosion. Il tourna la tourelle vers le son, un mouvement sec, court, guidé par le réflexe. Pression sur la détente de la mitrailleuse. Une longue rafale déchira le silence nocturne. Les éclairs des tirs illuminèrent l'atelier d'une lumière stroboscopique, arrachant aux ténèbres des silhouettes en manteau gris, figées à un demi-pas du char. Les balles de 7,62 mm, tirées à une distance de 15 mètres, ne laissaient aucune chance. Elles traversaient les corps, ricochaient sur le béton, créant une zone de destruction totale. Grigoriev balayait de gauche à droite, s'orientant aux cris et au piétinement. Il voyait la carte acoustique du combat. Là, à droite, un corps tombe, choc sourd du mou contre le dur. Là, à gauche, quelqu'un court en écrasant du verre brisé. La mitrailleuse pivote aussitôt vers le son, envoyant une courte rafale. « À gauche !» hurla Voronov, voyant à la lueur des tirs une silhouette au bras levé. « Grenade !» Grigoriev ne voyait pas la silhouette. Il entendait la respiration, le souffle lourd et sifflant d'un homme se préparant à lancer. Rafale. L'Allemand s'effondra sans avoir eu le temps de lancer. L'explosion de la grenade retentit dehors, à 2 mètres de la chenille. Les éclats cliquetèrent sur le blindage, comme la grêle sur un toit de tôle. Le char vacilla, mais le blindage tint bon. « D'autres arrivent !» Voronov était désorienté par les éclairs. La lumière et l'ombre changeaient si vite que son cerveau refusait de traiter l'image. Il était passager dans cette machine de mort. « Ils sont nombreux !» « Calme !» La voix de Grigoriev était glaciale. « Je les entends tous. » C'était une boucherie à l'aveugle, où l'aveugle était le seul voyant. Les Allemands ouvrirent le feu en retour avec leurs pistolets mitrailleurs. Les balles frappaient la tourelle, faisant jaillir des étincelles, mais c'était inutile. Ils tiraient sur une silhouette, sur des éclairs, tandis que Grigoriev tirait sur des cibles vivantes. Il distinguait le son du rechargement d'un MP40 allemand, le clic caractéristique du chargeur. Rafale à cet endroit, silence. Il entendait un ordre en allemand. « Vorwärts !» en avant. Rafale sur la voie. Cri virant oral. Silence.
Le chargeur camembert de la mitrailleuse était vide. « Disque !» cria Grigoriev. Voronov, trébuchant dans le noir, arracha un disque de rechange du râtelier. Ses mains tremblaient. Il fit tomber le magasin 2 fois avant de pouvoir le tendre au tireur. Grigoriev saisit le disque en l'air. Un mouvement, le vieux vola au loin. Un deuxième, le nouveau s'enclencha avec un claquement métallique sec. Levier d'armement en arrière, feu. Le combat dura 3 minutes. Mais par la densité des événements, ce furent des heures. Quand la dernière rafale se tut, on n'entendait plus dehors que des gémissements et le crépitement des armes qui refroidissaient. Plus personne ne rampait. Plus personne ne faisait cliqueter de ferraille. L'attaque nocturne s'était noyée dans son propre sang. Grigoriev retira son doigt de la détente. Ses oreilles bourdonnaient, mais à travers le tintement, il continuait de scanner les ondes. « Nettoyé ?» demanda Voronov. Sa voix était cassée d'avoir crié. « 2 respirent. Difficilement. Blessés. Les autres se sont tus. » Voronov pressa son front contre l'épiscope. Ses yeux s'habituèrent à l'obscurité. Autour du char gisaient des monticules sombres de corps. La neige alentour avait noirci de suie de poudre. « Tu les as eus, Ilya. Tout le groupe. Une dizaine d'hommes, à bout portant. »« Ils faisaient du bruit, » répondit simplement l'aveugle. Trop de bruit. Dans cette phrase résidait toute l'essence de leur nouvelle vie. La guerre avait cessé d'être une idéologie ou une stratégie. Elle était devenue un ensemble de grandeurs physiques, volume sonore, vitesse de réaction, densité de feu. Grigoriev s'adossa à son siège. Il sentait le sang pulser dans ses tempes. La nuit, qui devait être leur fin, était devenue leur allié. L'obscurité avait caché le char, mais avait mis l'ennemi à nu. « Lyotcha !» appela doucement le tireur. « Hein ?»« De l'eau. J'ai la gorge en feu. » Voronov tendit la gourde. Dans le noir, leurs mains se rencontrèrent. C'était la poignée de main de 2 hommes, se tenant de l'autre côté de la vie. « Tu sais ce qui est le plus effrayant ?» demanda le mécanicien en regardant l'obscurité de la trappe. « Quoi ?»« J'ai peur de l'aube maintenant. Quand le soleil se lèvera, je redeviendrai un infirme. Et toi, un aveugle. Alors que maintenant nous sommes des dieux. » Grigoriev but une gorgée d'eau tiède et croupit. « Il n'y a pas de dieu ici, Lyotcha. Seulement la mécanique. Et nous en sommes une pièce. » Ils restèrent assis dans le silence, attendant le matin. Le tireur aveugle se transforma à nouveau en ouïe, veillant sur le sommeil de son ami commotionné. Le char T-34 se dressait au milieu des cadavres, froid et terrible, comme un monument à lui-même. Le quart de nuit était terminé. Devant eux s'ouvrait un nouveau jour, et il ne promettait rien d'autre qu'une nouvelle douleur. Le 22 novembre 1942 ne commença pas par l'aube, mais par une vibration. L'air se mit à trembler. Les mortiers allemands avaient repéré le carré. Ce n'était pas un tir de précision sur le char, mais un labourage méthodique des ruines. Les obus tombaient à la verticale, défiant les lois de la balistique du tir tendu, perçant les toits des ateliers et trouvant les failles dans les planchers. 120 mm. Un obus de mortier lourd. Il ne frappa pas la tourelle. Il trouva l'endroit le plus vulnérable. Les persiennes au-dessus du compartiment moteur. La fonte défonça la fine grille. L'explosion se produisit à l'intérieur, directement sur le bloc-cylindre du moteur V12. Les éclats sectionnèrent les conduites de carburant. Le gazole, qui jusqu'alors était le sang de la machine, se transforma instantanément en son bourreau. Flash. Le char tressauta comme un animal électrocuté. La cloison entre le moteur et le compartiment de combat chauffa au rouge instantanément.
La flamme n'entra pas à l'intérieur sous forme de langue, elle entra par la pression. La température bondit de centaines de degrés en 1 seconde. L'oxygène brûla. À la place de l'air, l'espace se remplit d'une fumée épaisse, grasse et noire, le produit de la combustion du diesel et de l'huile. « On brûle !» Le cri de Voronov était inaudible derrière le rugissement des flammes, mais Grigoriev le sentit. Il sentit la chaleur frapper son visage, roussissant ses sourcils. Respirer devint impossible. Sa gorge se contracta. « Dehors !» Le mécanicien était déjà près de lui. Il ne perdait pas de temps à essayer d'éteindre. Il n'avait pas d'extincteur. Ils avaient des secondes avant que le feu n'atteigne les munitions. Les obus commenceraient à exploser à cause de la surchauffe dans 1 minute. Ou dans 30 secondes. Le compte à rebours de la mort était lancé. Voronov saisit le tireur aveugle par le col de sa combinaison. Une saccade. En haut, il y a, grappe! La trappe de la tourelle était ouverte, la seule voie de salut. Grigoriev grimpait à tâtons, s'écorchant les doigts, suffocant, toussant de la suie noire. Ses pieds glissaient sur les douilles, ses mains cherchaient appui sur le métal brûlant. Volonov le poussait par en dessous, calant son épaule sous ses fesses, agissant comme un cric. Il crachait du sang. Ses poumons commotionnés ne supportaient pas les gaz toxiques. Grigoriev tomba sur le toit de la tourelle. L'air froid de novembre le frappa au visage. Mais au lieu d'un soulagement, il apporta une nouvelle menace. Le char fumait comme un volcan, attirant l'attention de tout le front. Volonov sortit à sa suite. Il était couvert d'huile et de suie. Il tremblait. Il saisit son ami par le bras pour l'entraîner au sol, dans l'ombre salvatrice des chenilles. Claquement sec. Le bruit fut court, cinglant, comme un coup de fouet sur du contreplaqué. Voronov eut un soubresaut. Son corps se cambra. La balle d'un tireur d'élite allemand, calibre 7,92, entra juste sous la clavicule gauche, perça le poumon et brisa la colonne vertébrale. L'énergie cinétique de la balle stoppa son mouvement. Il ne tomba pas au sol. Il s'effondra sur le blindage du compartiment moteur, directement sur les plaques brûlantes. « Lyotcha !» Grigoriev se figea. Il tenait la main de son ami, mais la main devint soudain lourde, inerte. Les doigts se desserrèrent. Le tireur, à genoux sur le toit de la tourelle, dans la fumée, commença à tâtonner autour de lui. « Lyotcha, lève-toi, faut sauter !» Il trouva le corps. Un liquide chaud et poisseux sortait par saccades de la poitrine du mécanicien, imbibant la veste ouatée. L'odeur du sang artériel frais couvrit même celle du brûlé. Grigoriev comprit tout instantanément. Ce n'était pas une blessure. C'était la fin. Voronov gisait sur le dos. Le ciel au-dessus de lui était gris, indifférent. La douleur vint avec retard, sourde, déchirante. Mais il n'avait plus la force de crier. Il sentait la vie s'écouler de lui par à coups, au rythme de son cœur faiblissant. Son regard se voila, mais à travers le brouillard, il vit un mouvement. À 200 mètres, dans la brèche du mur, une équipe allemande mettait en batterie un canon anti-char PAC-40. Il se dépêchait. Il voyait le char en feu et l'équipage sur le blindage. Il voulait mettre un point final. Le canon de l'arme pivotait vers eux. Voronov essaya d'inspirer, mais au lieu d'air, sa gorge s'emplit de sang. Il râla. « Il y a... » Ce n'était pas une voix, c'était le bruissement d'une âme qui s'en va. Grigoriev se pencha vers le visage de son ami, l'oreille contre ses lèvres. « Je suis là, frère. Je suis là. » Le canon. Voronov rassembla ses restes de volonté. Ses yeux devenaient vitreux, mais son cerveau, ce cerveau endommagé, commotionné, continuait de fonctionner. Il donnait une désignation de cible, la dernière de sa vie. Droit devant, là où il y avait la cheminée,
Plus à droite. 5. Le tireur aveugle comprit. Il ne chercha pas à traîner son ami. Il ne pleura pas. Il n'y avait pas de temps pour les émotions. Il n'y avait que la mission. Le canon allemand allait tirer. Grigoriev plongea à nouveau, dans la trappe, dans la fournaise. À l'intérieur, l'air était irrespirable. La température était celle d'un haut fourneau. Les cheveux sur sa tête grésillèrent sous la chaleur. Il tomba sur le siège du tireur, ne sentant pas les brûlures. Ses mains trouvèrent par habitude les volants. Plus à droite. 5, chuchotait-il, répétant les mots du mourant. Il fit tourner la tourelle, à l'aveugle, de mémoire, d'après l'image que la voix de Voronov lui avait peinte. Il sentait le métal du char gémir, prêt à se rompre. Il y avait un obus dans la culasse, le dernier explosif. Grigoriev n'hésita pas. Il appuya sur la détente. Le tir sonna sourdement, étouffé. Le recul faillit lui écraser la cage thoracique. Dehors, l'obus frappa exactement sous le bouclier du canon allemand. L'équipe, qui avait déjà saisi le cordon de tir, disparut dans le nuage de l'explosion. Le canon fut rejeté en arrière, amas de ferraille tordu. Grigoriev, toussant, remonta vers le haut. Ses forces l'abandonnaient. Le monoxyde de carbone faisait son œuvre. Sa tête tournait, ses membres étaient cotonneux. Il tomba hors de la trappe et rampa vers Voronov. Le char sous eux grondait déjà. Le feu avait atteint les munitions. « Lyotcha, c'est fait. Je l'ai eu. »« Lyotcha ?» Voronov gisait immobile. Ses yeux étaient ouverts. Il regardait le ciel de Stalingrad, mais ne voyait plus ni fumée, ni guerre. Les pupilles s'étaient dilatées, reflétant les nuages gris. Une écume sanglante s'était figée sur ses lèvres. Sa main, sale, couverte d'huile et de cicatrices, reposait sur le blindage, comme s'il essayait de retenir le char, de ne pas le laisser partir. Grigoriev toucha le visage de son ami. La peau était encore chaude, mais il n'y avait plus de pouls au cou. Point final. La symbiose s'était rompue. Le mécanisme s'était brisé parce que l'une des pièces était partie pour l'éternité. Le char tressaillit sous eux, un coup sourd venu de l'intérieur. Le premier obus du râtelier venait d'exploser. Le blindage fut projeté vers le haut. Grigoriev, rugissant d'impuissance et de douleur, saisit le corps de son ami par les bretelles de sa combinaison. Il ne pouvait pas le laisser ici, pas sur ce blindage qui allait voler en éclats d'un instant à l'autre. Il tira. Le corps était lourd, impossible à soulever, comme la terre elle-même. « Dis-leur » chuchota Voronov, une seconde avant de mourir. Ou bien Grigoriev avait-il cru l'entendre dans le fracas du feu. Le tireur roula depuis l'arrière du char, traînant le mécanicien mort avec lui, et ils tombèrent dans un cratère rempli de neige sale. Une seconde plus tard, les munitions du T-34 explosèrent complètement. La tourelle, pesant plusieurs tonnes, fut arrachée et projetée au loin. Une colonne de feu frappa le ciel bas, saluant la perte de l'équipage, qui avait cessé d'exister en tant qu'unité de combat, mais restait dans l'histoire comme un organisme unique. Grigoriev gisait au fond du cratère, serrant contre lui le corps qui refroidissait, et pour la première fois depuis une semaine, des larmes coulèrent de ses yeux vides et brûlés. Mais ce n'étaient pas des larmes de pitié, c'était du lubrifiant, s'écoulant d'un mécanisme brisé. L'évacuation ne fut pas un sauvetage. Ce fut une amputation forcée de la réalité. On emmena Grigoriev sur la rive gauche de la Volga à bord d'une barge sanitaire avec des centaines d'autres tronçons de guerre. Le fracas de Stalingrad resta derrière son dos, mais dans la tête du tireur, il ne s'apaisa pas une seconde. Pour lui, la guerre ne s'était pas terminée avec la perte du char. Elle était simplement passée en phase chronique, enfermée dans sa boîte crânienne. L'hôpital de l'arrière, à Saratov, l'accueillit par le silence.
Ce n'était pas ce silence tendu, vibrant d'avant l'attaque, quand l'air s'électrise de peur. C'était le silence ouaté et étouffant de la stérilité. Ici, ça ne sentait pas la cordite et la chair brûlée, mais le phénol, le chlore et le chou bouilli. Ces odeurs donnaient la nausée à Grigoriev. Son organisme, réglé pour survivre en enfer, rejetait la sécurité comme un milieu hostile. Les 2 premières semaines, il resta couché face au mur, refusant de parler. Les infirmières pensaient que c'était le choc. Les médecins écrivirent dans son dossier « Syndrome post-traumatique, perte totale de la vue, multiples blessures par éclat au visage ». Mais Grigoriev ne se taisait pas à cause du choc. Il écoutait. Il essayait d'isoler la voix de Volonov dans le bruit de l'hôpital. Il lui semblait que s'il se concentrait, il entendrait l'ordre rauque. Tourelle à droite, 2 tours. Mais il n'entendait que le traînement des pantoufles, le grincement des lits administratifs et les gémissements des voisins de chambre. La solitude l'écrasa comme une dalle de béton. Là-bas, dans le char, il faisait partie d'un tout. Il était la moitié d'un mécanisme mortel. Ici, il n'était plus qu'un invalide aveugle de première catégorie. Un élément social inutile qu'il fallait nourrir à la cuillère. La première fois qu'une infirmière tenta de lui donner de la bouillie, Grigoriev fit voler l'assiette de ses mains. « Tout seul », grogna-t-il. Il mangeait avec les mains, trouvant le pain au toucher, renversant la soupe sur sa blouse. Il avait honte, mais c'était sa bataille. Il apprenait la navigation dans un monde sans coordonnées ni désignation de cible. 1 mois plus tard, on commença à lui réapprendre à vivre. L'instructeur, un homme de l'arrière plein d'entrain, lui montrait comment utiliser une canne. « Tapez devant vous, camarades soldats !» Le son rebondit sur les obstacles. Grigoriev eut un sourire amer. On lui expliquait l'écolocalisation comme à un enfant. À lui, qui déterminait à l'oreille le calibre d'un obus en vol et la marque d'un moteur allemand. Il sortit dans le couloir. La canne tapait sur le parquet. Toc, toc. Le son était plat, boisé. Pas de métal. Dans la salle des fêtes se trouvait un piano désaccordé. Grigoriev le trouva par hasard. Il passa ses doigts sur les touches. De l'os froid. Il appuya. Le son flotta dans la salle. Une note, ré, fausse. Grigoriev retira sa main comme s'il s'était brûlé. Ses doigts se souvenaient d'autre chose. Il se souvenait de l'acier nervuré, des volants de pointage. Il se souvenait du poids de l'obus. Quand il touchait les touches, son cerveau remplaçait les sensations. Au lieu de la musique, il entendait le claquement de la culasse. Au lieu d'une mélodie, le rythme d'une rafale de mitrailleuse. L'art était mort pour lui. Il ne restait que la physique du meurtre. Il décida d'écrire une lettre. Pas chez lui. Il n'avait plus de maison. Sa famille avait péri lors d'un bombardement en 1941. Il décida d'écrire à un journal. Il devait fixer le fait de l'existence de l'équipage. S'il ne racontait pas, Volonov disparaîtrait définitivement, se transformerait en une ligne sur un avis de décès, porté disparu. Il demanda à une jeune aide-soignante, une fille à la voix fine et tremblante, d'écrire sous sa dictée. Écrit « Front de Stalingrad, novembre 1942 ». Nous étions dans l'atelier numéro 3. Grigoriev dictait sèchement, durement, sans adjectif. Il décrivait comment le blindage éclate. L'odeur d'un tankiste qui brûle. Comment il tirait à travers le mur. Comment Voronov mourait sur le blindage en continuant de pointer le canon. L'aide-soignante reniflait. La plume grattait le papier. « Ne pleure pas », la coupa Grigoriev. Écrit les caractéristiques techniques. Distance 300. Obus explosif. La réponse arriva 3 semaines plus tard.
Le commissaire politique de l'hôpital lut la lettre de la rédaction du journal du Front. Sa voix était gênée. « Camarade Grigoriev, votre récit a été lu. La rédaction admire votre courage, mais se voit contrainte de refuser la publication. Les événements décrits semblent techniquement impossibles et peu probables. Un aveugle ne peut pas effectuer de tir de précision. Cela contredit les règlements et le bon sens. De plus, le naturalisme excessif et la noirceur ne contribuent pas à remonter le moral des troupes. Nous vous conseillons de vous concentrer sur votre rétablissement. » Grigoriev était assis sur son lit, serrant dans sa main la feuille de papier inutile. « Invraisemblable, » répéta-t-il doucement. « Peu probable. Cela voulait dire qu'il n'avait pas existé, que Voronov n'avait pas brûlé vif en le sauvant, que 3 chars allemands avaient explosé tout seuls. La vérité s'avérait trop effrayante et trop complexe pour les pages des journaux. Ils avaient besoin de héros d'affiche, aux joues roses et voyants, pas de 2 infirmes dans un cercueil de fer. Cette nuit-là, Grigoriev ne dormit pas. Il resta allongé les yeux ouverts, scrutant ces ténèbres éternelles personnelles. Il comprit qu'il était désormais le seul porteur de cette mémoire. Il était une archive vivante. La boîte noire du char brûlé. Il commença à parler au vide. « Tu les entends, Lyotcha ?» chuchotait-il. « Ils disent qu'on n'a pas existé. » Dans le silence de la chambre, il crut entendre un murmure familier, à peine audible. Repère, la cheminée. À droite, 2 tours. Grigoriev sourit d'un sourire terrible, tordu. Le monde des vivants avait rejeté leur histoire. Qu'importe. Cette histoire n'est pas pour les journaux. Elle est gravée au fer rouge sur l'envers de ses paupières, imprimée dans la pulpe de ses doigts. Il se leva, prit sa canne et s'approcha de la fenêtre. Il ne voyait pas la rue, mais il sentait le froid de la vitre. Là-bas, à 1 millier de kilomètres, Stalingrad finissait de brûler. Là-bas était restée sa vie. Et ici, il n'y avait une existence posthume. « On se battra encore, Lyotcha », dit-il à son reflet dans la vitre sombre. « Tant que je me souviens, nous sommes au combat. » Il apprit à vivre avec cette amertume. Elle devint son carburant à la place du gazole. Il devint un homme dur, incommode. Il ne portait pas les médailles qu'on lui avait remises avant sa sortie. L'ordre de l'Étoile rouge restait dans sa table de nuit. Un morceau de métal froid qui ne pesait rien comparé au poids d'un obus de 76 mm. Grigoriev savait. Sa guerre ne finirait jamais. Elle était simplement passée en mode veille. Il était un tireur aveugle qui avait perdu son char, mais gardé son viseur. Et ce viseur était braqué sur le passé, là où 2 hommes mutilés faisaient l'impossible parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Le Kourgan Mamayev est balayé par tous les vents. Ici, à la côte 102-0, l'air est plus dense qu'en bas, dans la ville. Il n'est pas imprégné de l'odeur de l'absinthe des steppes, mais du souffle lourd, plombé de la mémoire. Mai 1975. Des foules de touristes coulent le long des escaliers en béton, tel un fleuve bruyant et coloré. Ils portent des fleurs, des appareils photos et des conversations fortes. Mais il y a un visiteur qui va à contre-courant. Un vieil homme en veste élimée avance lentement. Il ne voit ni la statue grandiose de la mère patrie fendant le ciel de son épée, ni la géométrie stricte du Panthéon. Sa navigation, c'est le bruit de la canne sur les dalles de béton et le compte des pas. Son monde est toujours plongé dans l'obscurité absolue qui est tombée sur lui il y a 33 ans, dans l'atelier de l'usine de tracteurs. Grigoriev s'arrête. Il sait qu'il est arrivé. Son ouïe
aiguisé par des décennies de vie dans le noir, isole du bruit de la foule le repère nécessaire, le silence. Autour de ce piédestal, les gens se taisent. Ici se tient un char, un T-34. Pas celui dans lequel ils ont brûlé. Celui-là est devenu poussière de rouille dans la terre depuis longtemps. C'est un autre char, mais le racier est le même groupe sanguin. Le vieillard lève la main. Ses doigts, noueux, à la peau imprégnée du souvenir du mazou, touchent le blindage froid. Pour les passants, c'est juste du métal vert et rugueux, une pièce de musée. Pour Grigoriev, c'est de la peau. Il passe la paume sur la plaque inclinée du blindage frontal. Le froid brûle le bout de ses doigts. « Bonjour », murmure-t-il. Ses doigts trouvent une soudure, un bourrelet de métal grossier, inégal. Grigoriev le lit comme du braille. Il reconnaît l'écriture du soudeur. Ce n'est pas la soudure d'usine soignée du temps de paix, c'est une soudure de 42, hâtive, rageuse, faite par un adolescent ou une femme dans un atelier non chauffé de l'Oural. Dans cette couture, se sont figées la tension et la hâte. La main glisse plus haut, une bosse sur la tourelle, un cratère lisse fondu dans l'acier, la trace d'un ricochet. Grigoriev se fige, son souffle se coupe. Dans cette entaille, il sent l'énergie cinétique de l'impact, qui n'a pas tué, mais a laissé une cicatrice. Il se souvient de ce son, le hurlement du métal qui fait éclater les tympans. Il fait le tour du char, tapotant les chenilles avec sa canne. Les patins se taisent. Ils sont agrippés à mort au béton du piédestal. Mais Grigoriev se souvient de leur chant dans le gel. Il se souvient comment cette machine respirait, comment elle tremblait dans le fin tremblement au ralenti. Maintenant, elle est morte. Mais c'est une mort majestueuse. La mort d'un guerrier resté debout pour une garde éternelle. Grigoriev s'approche de la dalle de granit au pied du monument. Il met un genou à terre, ses articulations craquent, l'âge prend son dû, mais son dos reste droit. Le dos d'un tireur habitué à s'asseoir sur un siège dur. Il retire son gant. Sa main nue se pose sur la pierre. Des noms sont gravés ici, beaucoup de noms. Mais il cherche une combinaison précise de relief et de creux. A, L, E, X. Les doigts lisent les lettres. Alexei Voronov, mécanicien conducteur. Autour, bruissent les arbres plantés sur le sang. Quelque part au loin bourdonne le Volgograd moderne, vivant, rebâti, ayant oublié l'odeur du brûlé. Mais ici, au point de contact de la main de l'aveugle et du nom du mort, le temps se condense en un point. Grigoriev ne pleure pas. Les larmes, c'est de l'eau, et l'eau fait rouiller le métal. Leur relation était plus sèche et plus solide. « Je suis là, Alyosha », dit-il au granit. Sa voix est ferme. Ce n'est pas la plainte d'un vieillard, c'est le rapport d'un membre d'équipage. Nous sommes toujours au combat. Dans son obscurité, une image s'allume. Pas le visage de son ami. Celui-là, il l'a oublié. Le temps en a effacé les traits. C'est une sensation qui s'allume. La sensation d'une épaule. La sensation de la vibration d'une voix dans les écouteurs. « Tu regardes », poursuit Grigoriev en caressant les lettres froides. « Tu regardes tout le temps maintenant. Tu as une vue excellente d'ici, de cette hauteur. Toute la ville est comme dans le creux de la main. Aucun angle mort. Et moi je tire encore. » Il serre la poignée de sa canne comme il serrait jadis le volant de pointage. Je raconte notre histoire à tous ceux qui sont prêts à écouter. Mes mots sont des obus.
des perforants. Je les enfonce dans la tête de ceux qui n'ont pas vu la guerre, pour qu'ils se souviennent, pour qu'ils sachent comment la peau craque quand on brûle, comment sent la peur que l'on a étouffée. La symbiose ne s'est pas rompue. La mort de l'un n'a pas annulé la fonction de l'autre. La distance a simplement augmenté. Maintenant, le lien entre eux ne tient pas par les fils de l'interphone du char, mais par la mémoire. Grigoriev comprend la vérité principale vers laquelle il a marché pendant 30 ans. La technique, ce n'est que de la ferraille. T-34, Tigre, Panthère, ce ne sont que des outils, des cercueils sur chenilles. C'est l'équipage qui en fait une arme. Et c'est la confiance qui en fait une arme invincible. La confiance, Lyora, murmure le vieillard en se relevant. C'est la seule arme qui ne s'enraye pas. Tu m'as confié ta vie quand tu es devenu mes yeux. Je t'ai confié ma mort quand tu me tirais du feu. On ne sait pas laisser tomber. Il se tient là, appuyé sur sa canne, un petit homme sec sur fond de ciel immense et de chars immenses. Mais dans cette silhouette, on sent une lourdeur monolithique. Il n'est pas seul. Derrière son épaule gauche se tient, invisible, le mécanicien conducteur. Le vent de la Volga forcit, essayant de le renverser, mais Grigoriev tient bon. Il est sur sa terre. Il a accompli sa mission de combat. Il a survécu non pour finir ses jours, mais pour témoigner. « Fin d'alerte, troisième », dit-il au vide, qui pour lui est plein d'une présence. « Repos, je prends le quart. » Il fait demi-tour avec précision, militairement. Le bruit de la canne s'éloigne, se dissolvant dans le bruit du parc. Le char reste. Sur son blindage, là où la main de l'aveugle s'est posée, le givre fond lentement, laissant une trace sombre ressemblant à l'empreinte d'une paume. Le métal se souvient de la chaleur. L'histoire se souvient de la vérité. Et tant qu'un seul homme sur Terre pourra raconter comment un tireur aveugle et un mécanicien commotionné ont tenu la défense dans un atelier mort, cette guerre ne sera pas perdue dans l'oubli. L'équipage est éternel tant que sa liaison fonctionne. Fin de transmission.